La guerre franco-prussienne s'est déroulée entre 1870 et 1871. Cette guerre oppose le Second Empire français de Napoléon III au Royaume de Prusse, qui va être le futur cœur de l'Empire allemand. Si cette guerre entraîne une série de conséquences importantes, comme la chute de l'Empire français, la fondation de l'Empire allemand, l'une des questions intéressantes réside dans le fait que les grandes puissances européennes de l'époque, comme le Royaume-Uni, l'Empire russe, l'Autriche-Hongrie, ne sont pas intervenues directement dans ce conflit. Ce choix de non-intervention va être expliqué par une combinaison de facteurs diplomatiques, militaires que nous allons voir. Donc je vais analyser un petit peu pourquoi les grandes puissances n'ont pas cherché à rejoindre la guerre franco-prussienne, sachant que du coup cette guerre va unifier l'Empire prussien qui va devenir la nouvelle puissance mondiale européenne. D'accord. Pourquoi les grandes puissances n'ont pas évité à éviter cette guerre, tout simplement, à éviter cette hégémonie. Au XIXe siècle, l'Europe est régie par une diplomatie fondée sur l'équilibre des puissances. Cette doctrine visait à éviter qu'un seul pays ne devienne trop dominant. Hashtag Napoléon Ier, vous savez, celui qui avait fait de la France la grande puissance dominante et qui mettait les autres nations en PLS, tout simplement. Donc tout ça, ça a perturbé l'ordre européen. Lorsque la guerre franco-prussienne éclate, les grandes puissances, donc notamment le Royaume-Uni, la Russie et l'Autriche-Hongrie, ont vu dans ce conflit une opportunité pour maintenir cet équilibre, sans pour autant vouloir s'impliquer directement. En n'intervenant pas, elles permettent à la Prusse de s'affirmer comme une nouvelle force, tout en restant attentive à ses limites. Donc au début, elles se disent, c'est bien que la Prusse soit forte. Et après, 30 ans, 40 ans après, elles disent, ah mince, va falloir qu'on fasse la guerre contre elle parce que là c'est la galère. Donc au début, ensuite il y a un isolement diplomatique de la France. Donc au début de la guerre, la France se trouvait totalement isolée en Europe. En 1867, la France perd son influence en Espagne après avoir échoué à imposer un prince espagnol favorable à ses intérêts. L'Empire français, dirigé par Napoléon III, n'avait pas réussi à maintenir des alliances solides, ce qui le laissait vulnérable face à la montée en puissance de la Prusse. De son côté, l'Empire britannique et la Russie étaient peu enclins à intervenir pour soutenir un pays comme la France, car leur intérêt géopolitique ne s'alignait pas avec ceux de Paris dans ce conflit. Il y avait aussi un rappel, je me permets de dire, mais les Russes par exemple se souvenaient la guerre à Sébastopol, la guerre qui a unissé Français et Britanniques face aux Prussiens, et ils n'étaient pas trop chauds d'aider des gens qui les avaient mis eux aussi en PLS. On peut aussi dire que la Prusse est en ascension, et ce grâce à l'alignement de Bismarck. Donc Bismarck, pour les intimes, Otto von Bismarck, le chancelier prussien, a joué un rôle crucial dans la gestion diplomatique de la guerre franco-prussienne. Il a une politique habile de manipulation diplomatique, il réussit à isoler la France sur le plan international, il fait des petits complots, des petites magouilles. C'est un magouilleur, c'est un petit peu comme le vendeur du coin qui essaie de vous arnaquer en vous vendant le t-shirt du PSG, vous voyez. Donc c'est un petit magouilleur et qui réussit à isoler la France sur le plan international et s'assure de la neutralité et de l'indifférence des grandes puissances face à la France. Il réussit à maintenir des relations équilibrées avec l'Autriche-Hongrie et l'Empire russe, même s'il y a une guerre avec l'Autriche-Hongrie, tout en évitant de provoquer le Royaume-Uni. Ça permet à la Prusse de se concentrer sur la guerre contre la France, sans risquer une intervention extérieure majeure. Ouais, eux, ils étaient pas trop intéressés par le monde. L'Afrique ou l'Amérique, ils n'avaient pas eu le temps de coloniser tous ces territoires, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont concentrés sur l'Europe, tout simplement. Les grandes puissances européennes de l'époque avaient des priorités géopolitiques distinctes. Aussi, le Royaume-Uni, bien qu'il ait une tradition d'opposition à l'hégémonie continentale, n'était pas intéressé à se mêler directement à un conflit qui ne touchait pas directement ses intérêts. De son côté, la Russie était occupée par ses propres problèmes, notamment avec la Perse et, pour finir, l'Empire austro-hongrois, qui était en réorganisation après la défaite de 1866, était trop affaibli pour intervenir de manière significative. Ces puissances préféraient laisser la Prusse et la France se battre sans s'impliquer directement. Alors il y aurait pu y avoir une alliance, une alliance France-Empire austro-hongrois afin de s'unir et de combattre sur deux fronts la Prusse, mais Bismarck a été habile et a fait des guerres à la suite.
Il y aurait pu également un co-belligérant qui était intéressé pour combattre la Prusse en alliance avec la France aurait été le Danemark, avec qui la Prusse est en guerre perpétuelle depuis des décennies pour récupérer tout le territoire. C'est des guerres entre germains, tout simplement, où la Prusse, qui est bien plus puissante, souhaite récupérer des territoires danois. Donc là, il y aurait pu y avoir une alliance, ça aurait fait un trio, un trio, les trois se mettent sur une personne. Voilà, on va pas faire de comparaison ici, puisque la plupart des téléspectateurs qui regardent mes vidéos, c'est des hommes. Vous l'avez compris, ils auraient pu se mettre à trois sur une personne, mais ils l'ont pas fait. Également, donc pour les grandes puissances, la guerre franco-prussienne était perçue comme un conflit localisé, centralisé sur les rivalités France-Prusse. Bien que le résultat du conflit ait des répercussions à long terme sur l'équilibre du pouvoir en Europe, c'était pas vu comme une menace immédiate dans l'ordre mondial. Bon bah après ça a donné les deux guerres mondiales quand même. Là vous avez pas assuré les gars. Par conséquent, l'idée d'intervenir semblait disproportionnée par rapport aux avantages potentiels. En outre, une intervention risquait d'entraîner des complications diplomatiques et militaires inutiles. Également, il faut le dire, je me permets de rajouter, mais s'impliquer dans un conflit entre deux pays, il va falloir mettre en place des navires militaires, il va falloir mettre en place une organisation politique, il va falloir se préparer à la guerre. Pourquoi se préparer à la guerre pour faire la guerre pour des territoires qu'on ne va même pas récupérer? Quel est l'intérêt pour les Britanniques de faire la guerre aux côtés des Français? Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt des Russes de faire la guerre contre les Prussiens ou contre les Français? Quel est leur intérêt? Il n'y en a pas. Ils vont faire la guerre, ils vont perdre de l'argent, et ensuite des territoires vont être récupérés pour telle ou telle puissance. Non mais c'est pas sérieux. Bon, ils la font pas du coup. À l'époque de la guerre franco-prussienne, d'autres régions européennes font déjà le théâtre de tensions et mobilisent des grandes puissances. La Russie donc gère la question polonaise. Je vous avais fait une vidéo sur la guerre russo-polonaise et surveille les tensions dans les Balkans ainsi que la Perse. De son côté, l'Autriche-Hongrie est préoccupée par des tensions internes et ses relations avec la Prusse. Alors les tensions internes, ce sont donc toutes les populations qui se trouvent dans l'Empire austro-hongrois. Ça va être des Roumains, des Ukrainiens, des Russes, des Balkans, des Croates, des Italiens, tout ça. Les Austro-Hongrois, ils doivent gérer leur propre territoire. Le Royaume-Uni, lui, était concentré sur la situation en Irlande. Donc c'est ce que je vous disais, et aussi sur ses colonies. Donc le Royaume-Uni doit envoyer des troupes en Irlande pour affirmer sa puissance et montrer que ce n'est pas un peuple, une puissance faible, une puissance du passé. Dans ce contexte, la guerre franco-prussienne n'était pas perçue comme une priorité majeure pour ces grandes puissances. Ajoutez à cela que l'armée prussienne joue un rôle sous la direction de Guillaume II et du général Helmut von Moltke, qui s'est rapidement imposé comme une force redoutable. La rapidité et l'efficacité des opérations prussiennes vont convaincre les grandes puissances que la France va être bientôt vaincue. Intervenir comme un adversaire aussi bien préparé et stratégiquement dirigé aurait été risqué et peu probable de réussite. Il y avait de la réussite, c'était quoi? 1%, 5%? Pas plus. Les puissances européennes ont donc observé la guerre avec prudence, tout en attendant de voir comment elle se déroulait avant de prendre une décision finale. Bon, c'était la vraie galère. C'était tout un tas de conflits et les puissances se présentaient, les autres puissances se présentaient comme spectateurs. Elles étaient également conscientes des risques d'une guerre généralisée. La guerre franco-prussienne se déroulait dans un contexte européen déjà très tendu, et une intervention extérieure aurait pu provoquer une escalade du conflit. En évitant de prendre parti, les grandes puissances espéraient limiter les conséquences du conflit à un affrontement bilatéral, sans l'entraîner dans une guerre des plus grandes envergures qui aurait pu donc perturber l'équilibre européen. Pour finir, en plus, l'industrialisation militaire du 19e siècle avait changé la nature des guerres en Europe. Les armées étaient désormais plus puissantes, plus mécanisées, et les grandes puissances craignaient que toutes interventions dans la guerre franco-prussienne puissent entraîner une guerre longue et coûteuse. La montée en puissance des armées prussiennes, renforcée par la mobilisation rapide de l'usage de technologies avancées, a contribué à dissuader les grandes puissances de s'engager dans le conflit. Bien évidemment, c'était des hommes, des coups, et c'était des guerres qui devenaient de plus en plus terribles.
On l'a vu, hein, notamment sur les dégâts psychiques des guerres napoléoniennes, les guerres devenaient de plus en plus sanglantes. Lorsque la guerre franco-prussienne donc, est faite et qu'il y a la victoire de la Prusse et la fondation de l'Empire allemand, les grandes puissances ne peuvent que constater l'émergence d'un nouveau géant au cœur de l'Europe. Ah là, ils se disent, oups, on a foiré un truc là. Là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait Bah, on fait rien. Tiens, on va faire rien et puis voilà. En espérant que tout se passe bien, on va faire rien. On choisit le déshonneur plutôt que la guerre. Ah bah il y a la guerre qui va revenir. Toutefois, l'issue de la guerre n'a pas entraîné des réajustements immédiats des alliances. Les grandes puissances ont accepté la nouvelle réalité géopolitique, même si elles auraient préféré éviter de s'impliquer dans un conflit qui avait renforcé un adversaire puissant. Les grandes puissances ont dès lors cherché à établir de nouvelles relations avec l'Empire allemand, tout en préservant l'équilibre des puissances en Europe. Donc on le voit bien là. Tu vois, par exemple, les Anglais ils disent "Oh shit, what did we do?" Je vous traduis. Oh mince, ça perd l'hypopète, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un empire énorme qui veut faire. Donc, avant c'était les Français, maintenant c'est les Allemands qui veulent diriger toute l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Pourquoi les Européens veulent être les maîtres du monde ou les maîtres de l'Europe? Arrêtez, les gars, peace and love. C'est ce qu'ils disaient, les gars, peace and love. Paix et amour. Enfin, paix et amour, laissez-nous faire du business quand même. Mais peace and love, les gars. Enfin bon, tout ceci, ça va amener à d'autres conflits, d'autres galères. Ça va être compliqué, tout ça. Je me demande qu'est-ce qui va se passer au XXe siècle et XXIe siècle. J'espère qu'il y aura la paix. Hein. Enfin, c'est ce qui se disait à l'époque. Hein. C'est pas moi qui parle. Là. Bon, les Autrichiens, ils se disaient pas grand-chose. Hein. Ils se disaient, bon, il va falloir qu'on gère nos territoires avec nos 100 peuples différents. C'est la galère. Les Russes, ils y arrivent bien. Pourquoi on n'y arriverait pas, nous Est-ce qu'on est sur le mauvais territoire Bon, c'est la galère. Et les Russes, bon, eux... ils gèrent leurs problèmes avec la Pologne, etc. Quoi. Donc en conclusion, l'absence d'intervention des grandes puissances dans la guerre franco-prussienne peut être attribuée à un ensemble complexe de considérations diplomatiques. Tout d'abord, l'équilibre des puissances en Europe était la pierre angulaire de la diplomatie du 19e siècle, qui jouait un rôle crucial. L'égalité avant tout. La guerre, bien que significative dans son impact sur l'ordre européen, est perçue par les puissances comme un conflit localisé qui ne justifiait pas d'intervention à grande échelle. De plus, la politique de Bismarck, qui réussit à isoler donc la France et éviter les coalitions contre la Prusse, facilite la non-intervention des autres puissances. L'isolement diplomatique de la France a également contribué donc à cet état des choses, car les puissances européennes n'étaient pas disposées à risquer une intervention en faveur d'un pays déjà affaibli et privé de soutien. En parallèle, l'Empire prussien, grâce à la stratégie donc militaire novatrice, a réussi donc à prendre l'avantage et a convaincu les grandes puissances qu'une victoire prussienne serait inévitable et rapide. Malheureusement pour eux, une fois la guerre terminée, et que la Prusse gagne et que se crée l'Empire allemand, les grandes puissances acceptent cette nouvelle configuration, bien que certaines auraient préféré éviter l'ascension d'un nouvel acteur puissant. En somme, donc, ça a été un moment charnière dans l'histoire de l'Europe, mais les grandes puissances, en choisissant de ne pas intervenir, ont permis la dynamique du pouvoir de se réorganiser, se centraliser dans l'Europe, sans intervention extérieure majeure, donnant naissance à une nouvelle configuration qui va influencer les relations internationales pour les décennies suivantes. Allez, je vous laisse aimer, partager, commenter, vous pouvez me laisser un don, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.